Je vous laisse faire le point, recompter aussi le nombre de bulletins pour vérifier. Merci Romane. Alors, nombre de votants, 33, nombre de bulletins, 33, nombre de suffrages valablement exprimés, 33, la liste 1 recueille 26 votes et la liste 2 recueille 7 votes. Sont donc élus administrateurs du CCAS, M. Jean Legovic, Mme Clémence Mortier, Mme Véronique Cadieux, Mme Romane Angibert-Ferré, M. Pierre Pham, Mme Emmanuelle Vallée, Mme Catherine Bretet et Mme Vinciane Robin. Félicitations à toutes et tous. Et le vote s'est bien passé. Nous allons donc maintenant pouvoir poursuivre. C'est bon ? Non. Nous allons donc pouvoir poursuivre l'ordre du jour. Petite information, nous avons vraiment un problème technique. Ça ne diffuse pas sur le site internet et ça n'enregistre pas non plus, probablement. Donc on fera le procès-verbal sur la base des interventions des uns et des autres, puisque c'est l'enregistrement qui permet de faire le procès-verbal du conseil municipal. Donc je vous remercie par avance pour votre indulgence. Délibération numéro 3. Il s'agit de désigner un censeur au sein du conseil d'administration de la Sémitane, donc compte tenu du renouvellement du conseil municipal, du renouvellement aussi des instances au sein de Nantes Métropole, eh bien, nous devons désigner aux représentants pour siéger en qualité de censeur au conseil d'administration de la TAN. Monsieur Arnaud Deniel est candidat en tant qu'élu délégué à la mobilité pour être ce censeur. Nous devons donc procéder à son élection. Je vous propose, comme tout à l'heure, de ne pas procéder à un scrutin à vote secret. Est-ce qu'il y a des avis contraires sur ce point-là, des abstentions? Oui, Laurent Daniel. Comme pour les précédentes délibérations sur ce type, nous ne prendrons pas part au vote. Oui, très bien. Ce sera pareil pour la prochaine? Non. Non, ok. Donc, est-ce qu'il y a des avis contraires sur le fait de ne pas procéder au vote à bulletin secret, des abstentions? Ok, donc on peut maintenant voter. Donc j'ai bien enregistré la non-participation au vote des 7 élus de l'opposition. Du côté donc des autres élus, est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? C'est donc adopté. Délibération suivante concerne la désignation d'un correspondant, ou en l'occurrence d'une correspondante défense. Vous savez que depuis 2001, eh bien, le conseil municipal peut disposer d'une nouvelle fonction en tant que conseil municipal en charge des questions de défense. Ce correspondant défense a vocation à devenir l'interlocuteur local sur toutes les questions de défense, sur le sujet du parcours citoyen avec l'enseignement de défense, sur la journée défense-citoyenneté, sur la possibilité de servir au sein de la défense avec notamment le volontariat, les préparations militaires, la réserve militaire, et puis aussi tous les sujets sur le devoir de solidarité et de mémoire, notamment à l'occasion des journées nationales de commémoration. Le Code général des collectivités territoriales stipule qu'il doit être procédé à une désignation par un vote en conseil municipal. Ce même article donne la possibilité au conseil municipal de procéder au vote à main levée. Je vous propose de désigner Catherine Korb, conseillère municipale déléguée, notamment à la question de la tranquillité publique, qui pourrait devenir donc, si vous en êtes d'accord, notre correspondante défense. De la même manière que tout à l'heure, je vous propose de procéder à un vote à main levée. Est-ce qu'il y a des avis contraires sur le fait de voter à main levée, des abstentions? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des interventions avant de procéder au vote? Il n'y en a pas. Donc je vous propose de désigner Catherine Korb comme correspondante défense. Est-ce qu'il y a des votes contraires?
Des abstentions, c'est donc adopté. Nous passons maintenant à la délibération 5 qui concerne l'adoption du règlement budgétaire et financier de la M57 de la ville de Sainte-Luce-sur-Loire. Marianne Besmoulin. Bonsoir. Donc, effectivement, cette délibération vise à adopter un règlement budgétaire et financier commun à la ville de Sainte-Luce-sur-Loire et au CCAS, ceci dans le cadre de la mise en œuvre de la nomenclature comptable M57. Ce document de référence, qui est joint à la délibération, a pour objectif de formaliser les règles de gestion budgétaire, financière et comptable de la collectivité. Il rappelle le cadre juridique applicable, précise les modalités d'exécution des budgets, encadre la gestion pluriannuelle des crédits et contribue à sécuriser les pratiques administratives de la ville. Il vise également à renforcer la transparence et la lisibilité budgétaire, tout en harmonisant les méthodes de travail entre la ville et le CCAS. En l'absence de décret précisant son contenu, ce règlement a été élaboré en tenant compte des besoins et de l'organisation de la collectivité, dans une logique de sécurisation juridique et financière. Donc, dans les éléments notables, je peux mentionner que nous proposons que les autorisations de programme qui n'auraient pas fait l'objet d'engagement juridique ou de mouvement pendant 2 exercices budgétaires consécutifs soient proposées à l'annulation. Voilà, donc je vous propose d'approuver ce règlement budgétaire et financier. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet, Madame Bretet? Juste une intervention mineure, c'est dans la note de synthèse, il y a eu une coquille, il y a eu un copier-coller de la décision précédente, de la proposition précédente. Mais voilà, okay, je ne sais pas si c'est publié après, c'est juste pour que ça soit corrigé. Non, mais on va corriger. Merci. D'autres interventions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Cette délibération est donc adoptée. Pour information, ça refonctionne de nouveau. Donc voilà, le Conseil est bien enregistré. Délibération 6, approbation du compte de gestion. Marianne. Alors, cette délibération concerne l'approbation du compte de gestion. Le compte de gestion, c'est le document qui est établi par le comptable public et qui retrace l'ensemble des opérations financières de l'exercice. Donc, dans ce cas, on est sur l'exercice 2025, et qui permet de vérifier leur concordance avec le compte administratif qui va être présenté dans la délibération suivante. Donc, il est précisé dans la délibération que le compte de gestion est conforme au compte administratif 2025 du budget principal. Je vous propose donc d'approuver ce compte de gestion. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. La délibération numéro 7, c'est l'approbation du compte administratif. Pour information, il y a des nouvelles règles qui fait que je vais d'abord, dans un premier temps, vous faire voter le fait de confier à Frank Steinmetz la présidence de séance, puisque je ne peux pas participer désormais au débat ni au vote du compte administratif s'agissant de ma propre gestion. Donc je vais du coup participer ou écouter la présentation de la première adjointe en charge des finances, et à l'issue de sa présentation, je quitterai les lieux et laisserai ainsi la présidence de la séance au deuxième adjoint, Frank Steinmetz, par facilité, pour permettre à la première adjointe de participer au débat et de répondre aux éventuelles interventions. C'est Frank Steinmetz qui présidera la séance. Je mets donc aux voix le fait que Frank Steinmetz, deuxième adjoint, soit président de séance à partir de ce moment-là. Est-ce qu'il y a des votes contraires, des abstentions? Il n'y en a pas, donc je dois me taire désormais. Donc, je vais vous présenter le compte administratif qui retrace l'ensemble des dépenses et des recettes effectivement réalisées par la ville au cours de l'exercice 2025. C'est donc le bilan financier de l'année écoulée. Donc, cette partie va concerner le budget principal et dans un second temps, nous parlerons du budget annexe événements culturels. Donc, le budget est au service des politiques publiques pour les lycéennes et les lycéens. Donc, voilà, on a ici un rappel des objectifs, notamment maintenir la qualité des services publics et puis poursuivre un programme d'investissement soutenu. Pour préserver les marges de manœuvre et anticiper l'avenir, il est également important d'avoir des équilibres financiers solides et durables. Donc, nous verrons au cours de cette présentation que c'est le cas, avec un niveau d'épargne élevé, un faible niveau d'endettement, une capacité d'investissement préservée et un fonds de roulement renforcé.
Donc avant d'examiner les résultats de l'exercice, je veux rappeler que le budget constitue la traduction financière des politiques publiques et des priorités fixées par le conseil municipal. Le compte administratif permet donc d'en mesurer la réalisation effective. Donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, voilà. Donc en 2025, la ville a poursuivi la mise en œuvre de ses politiques publiques en mobilisant ses moyens financiers au service d'actions concrètes pour les lycéennes et les lycéens. Donc je vais vous en donner quelques exemples par politique publique. Donc concernant l'éducation, l'enfance et la jeunesse, on peut mentionner les travaux qui ont lieu sur la Cerisée, aussi bien concernant la fin de la réhabilitation du bâtiment, ainsi que la renaturation de la cour. Il y a également eu des travaux à la Rentière sur les sanitaires et le restaurant scolaire. Pour le cadre de vie, les aménagements du parc aux vignes, notamment. Concernant le patrimoine et la transition écologique, nous avons poursuivi le renouvellement des systèmes de chauffage, le relamping de nos bâtiments. Et donc à noter que les actions qui ont été engagées ces dernières années sur le patrimoine communal ont produit des effets mesurables sur les consommations énergétiques de la collectivité. Ainsi, les consommations de fluides enregistrent en 2025 une baisse d'un peu plus de 35% par rapport à l'année de référence qui a été retenue au niveau national, qui est 2012. Donc on a déjà une économie en termes de volume. Ça ne se traduit pas forcément par une économie financière, puisqu'on sait tous l'augmentation qu'ont subi les fluides, mais ces actions ont tout de même contribué à contenir les dépenses des fluides au cours des dernières années. Donc toujours dans cette partie transition écologique, on peut mentionner la poursuite des animations et des actions de sensibilisation, ainsi que des actions d'aménagement et d'accompagnement des usages, donc déploiement d'appui vélo ou tri sélectif dans l'espace public, par exemple. Concernant la sécurité et la tranquillité publique, je vais mentionner le déploiement en 2025 de la vidéoprotection. Sur la partie sport, la poursuite du déploiement des équipements sportifs de proximité, avec notamment le terrain de pickleball, et les études sur les salles Tabarly et Le Boniec. Donc, à mentionner également le schéma directeur des équipements sportifs qui va permettre d'accompagner les besoins futurs du territoire. Sur la culture, il y a eu un certain nombre de travaux à l'Ijaria. La médiathèque est équipée d'un bibliambule. Et puis, on peut mentionner également les différents temps forts d'animation du territoire, tels que le ciné en plein air à la rentrée, la parade de Noël ou la fête de la musique, ainsi que le festival Mots et Images. Sur les solidarités, nous avons poursuivi la mise en accessibilité des bâtiments publics, notamment les ascenseurs dans les écoles, ainsi que l'étude pour les logements d'urgence et le CCAS. Enfin, pour finir sur cette diapositive, concernant les conditions de travail, le projet de hangar du centre technique municipal a été engagé et l'adaptation des équipements et des matériels de travail a été poursuivie. Donc, sur la section de fonctionnement, elle retrace l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement quotidien des services. Donc, en 2025, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 16,29 millions d'euros, en progression limitée de 0,98% par rapport à 2024, tandis que les recettes réelles atteignent 20,97 millions, en hausse de plus 1,53% par rapport à l'année précédente. Si maintenant on s'intéresse à l'épargne brute, c'est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. C'est elle qui va constituer la principale ressource permettant à la collectivité de financer ses investissements sans recourir à l'emprunt. Donc sur cette épargne brute, elle reste élevée en 2025, puisqu'elle atteint 4,68 millions d'euros, ce qui représente, pour donner un ordre de grandeur, 22% des recettes réelles de... Donc ça représente 22% des recettes réelles de fonctionnement, ça c'est ce qu'on appelle le taux d'épargne brute. Et donc, ça permet de financer une part importante des investissements. Alors, sur l'épargne nette, cette fois-ci,
C'est l'épargne brute dont je viens de parler, à laquelle on soustrait le remboursement du capital de la dette. Donc, c'est l'argent qui reste effectivement disponible pour financer les investissements. C'est donc cette épargne nette qui mesure la capacité d'autofinancement. Et donc, en 2025, elle s'élève à 3,79 millions d'euros. Donc, concernant la ventilation de ces dépenses réelles de fonctionnement, qui s'élève donc à 16,29 millions d'euros, alors, la plus grosse part est consacrée aux charges de personnel, qui s'élève à 10,67 millions d'euros en 2025, soit 65% des dépenses réelles de fonctionnement. Cette part traduit directement le niveau de service public assuré par les agents municipaux. Donc, on a une progression entre 2024 et 2025 de 4,72%, qui s'explique essentiellement par les mesures réglementaires nationales. Ça représente 3,21% d'augmentation. Le reste résulte d'une part des évolutions indemnitaires qui ont été décidées par la ville pour revaloriser les rémunérations des agents municipaux. Ça, c'est 1,28%. Et le reste, 0,23%, concerne des ajustements organisationnels nécessaires au fonctionnement des services, à savoir un poste d'ATSEM. Le deuxième poste, à 21%, concerne les charges à caractère général. Donc ça, c'est essentiellement les dépenses d'énergie et l'entretien courant des bâtiments. Donc elles s'établissent à 3,44 millions d'euros, en légère diminution par rapport à 2024, ce qui traduit les efforts engagés par la collectivité pour maîtriser ses dépenses courantes. Autre charge de gestion courante, là le 12%, pour 1,97 millions d'euros. Ce poste, c'est principalement les subventions qui sont versées par la collectivité, ça représente 85% de ce total d'autres charges. Concernant maintenant les recettes réelles de fonctionnement, qui s'élèvent donc à 20,97 millions d'euros, en progression de 1,53%. Elles dépassent les prévisions du budget primitif de 1,21 million d'euros. Donc, la répartition s'effectue de la manière suivante. Les recettes fiscales représentent 75% de ces recettes réelles de fonctionnement et s'élèvent à 15,74 millions d'euros, en progression de 3,11% par rapport à l'année précédente. Les taux de fiscalité communale sont demeurés inchangés en 2025 et cette progression des recettes fiscales résulte essentiellement de l'évolution des bases ainsi que des mécanismes de reversement métropolitain et des droits de mutation. Pour 13%, nous avons les dotations et participations qui s'élèvent à 2,63 millions d'euros en progression de 2,23%. Ces recettes, elles correspondent principalement aux concours financiers de l'État, notamment la dotation générale de fonctionnement, et aux compensations fiscales et participations de partenaires institutionnels. Donc en 2025, nous avons constaté une progression sur certains postes, mais il faut cependant rester très prudent puisque les ressources versées par l'État demeurent fortement dépendantes des décisions nationales et de mécanismes fiscaux évolutifs. Ensuite, les produits des services et du domaine représentent 9% des recettes réelles de fonctionnement, s'élevant à 1,95 million d'euros, en diminution de plus de 12% par rapport à l'année précédente. Cette évolution, elle s'explique principalement par la baisse des remboursements issus des budgets annexes, dans un contexte de régularisation importante qui a été intervenue en 2024. Les recettes issues de la tarification des services connaissent quant à elles une légère diminution en 2025 de 1,39%. Enfin, les autres produits de gestion courante s'élèvent à 554 000 euros en légère progression. Ils sont principalement constitués des loyers perçus par la collectivité et des produits liés aux occupations du patrimoine communal. Concernant maintenant la dette, l'encours de dette poursuit sa diminution en 2025 pour atteindre 4,76 millions d'euros contre 5,65 en 2024.
Donc ça résulte de l'absence de recours à un nouvel emprunt, du fait de la capacité de la collectivité à financer ses investissements sur ses ressources propres. Ensuite, on voit également la capacité de désendettement. Donc la capacité de désendettement, c'est un indicateur qui mesure le nombre d'années théoriques que mettrait la ville pour rembourser l'ensemble de la dette si elle mobilisait pour cela toute son épargne brute. En 2025, elle s'élève, comme monsieur le maire a pu le dire en introduction, à 1,02 années. Et c'est donc un niveau très inférieur au seuil d'alerte, généralement retenu pour les collectivités locales, qui est aux alentours de 10 ans. Donc on voit ici, maintenant, on va passer à la section d'investissement. Donc on voit ici l'équilibre de la section d'investissement. Donc sur les dépenses, on a pour 884 000 € le remboursement en capital de l'emprunt et pour presque 4 millions d'euros, les dépenses d'équipement. Concernant les recettes, donc on a 640 000 € de fonds de compensation pour la TVA. C'est un remboursement par l'État d'une partie de la TVA payée par les collectivités sur leurs dépenses d'investissement. Et donc son montant dépend directement du volume d'investissement réalisé les années précédentes. Ensuite, on a un volume de 182 000 € de subventions qui sont en baisse par rapport à l'année 2024, mais l'année 2024 était vraiment atypique avec plus de 2 millions d'euros de subventions. Et donc en 2025, on a eu un volume de nouvelles opérations subventionnées plus limité. Donc pour 2025, ces subventions concernent le terrain de foot synthétique pour 160 000 € et le fonds vert pour les logements sociaux pour 12 000 € essentiellement. Donc on voit qu'il y a un décalage entre la dépense et la perception des subventions. Et donc le reste des recettes d'investissement, 85%, c'est les 85% de l'épargne brute dont j'ai parlé, qui vient équilibrer les dépenses d'investissement, et les 15% restants vont, quant à eux, abonder le fonds de roulement. Donc on voit ici l'évolution des dépenses réelles d'investissement, qui s'élève à 3,99 millions d'euros en 2025, auxquels il faut ajouter les 1,98 millions d'euros de reste à réaliser, qui correspondent à des opérations qui ont été engagées en 2025 et qui vont se poursuivre en 2026, donc pour lesquelles la totalité des sommes n'a pas été versée. Et donc, en cumulant ces dépenses réelles d'investissement et les restes à réaliser, on atteint près de 6 millions d'euros d'opérations engagées, ce qui traduit le maintien d'un effort d'investissement soutenu au service du territoire et de ses habitants. Donc on va voir là que plusieurs opérations engagées en 2025 vont se poursuivre cette année. Et à noter aussi que la baisse des dépenses d'investissement est classique pour une fin de mandat. Donc si on rentre un petit peu plus en détail par politique publique sur les dépenses d'équipement, donc dans la partie accompagner les familles et la jeunesse, j'en ai déjà parlé, la réhabilitation de la Cerizay représente presque 400 000 € et les sanitaires de la Rentière, 176 000 €. Sur le cadre de vie, les aménagements du parc aux vignes représentent 452 000 € de dépenses en 2025 et la renaturation de la cour de la Cerizay, 187 000 € en 2025. Concernant le patrimoine et la transition écologique, le renouvellement des systèmes de chauffage en 2025 se monte à 240 000 €. Les travaux sur la gendarmerie à 97 000 €. À noter sur cette partie-là un important reste à réaliser de 100 000 €. Et la rénovation de la Saléon, également 15 000 € de dépenses sur 2025, mais 270 000 € de reste à réaliser. Enfin, sur la sécurité et la tranquillité publique, j'en ai parlé, la vidéoprotection, 271 000 €. Et également à mentionner la sécurisation des bâtiments. Donc pour l'instant, 16 000 € ont été dépensés en 2025. Et il y a 230 000 € de reste à réaliser sur ce point. Sur les conditions de travail, j'ai parlé du hangar du CTM. Donc 46 000 € ont été dépensés en 2025
Et donc là encore, un reste à réaliser assez important de 420 000 €. Donc là, ce projet est en cours. Sur le sport, la rénovation de la salle Tabarelli et Le Boniec, donc c'était ça concerne uniquement les études sur ce qui était sur le budget 2025, donc pour 40 000 €. La culture, avec les équipements et les aménagements à l'Ijaria, représente 96 000 € de dépenses. Donc maintenant, concernant les solidarités, j'ai parlé de l'accessibilité, ça représente 60 000 €. La rénovation du CCAS, encore une opération donc, sur laquelle le montant des restes à réaliser est assez important, 150 000 €. Et enfin, dans la partie autre, c'est essentiellement les acquisitions foncières pour 653 000 €. Par ailleurs, ce compte administratif s'inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre du référentiel budget vert qui a été introduit dans la loi de finances pour 2024. L'objectif de ce référentiel, c'est de mieux identifier l'impact des dépenses publiques locales sur la transition écologique. En effet, les collectivités territoriales sont un acteur majeur de la transition écologique, du fait notamment du patrimoine qu'elles gèrent et du niveau d'investissement public qu'elles portent à l'échelle nationale. Donc il y a 6 axes qui sont prévus par ce référentiel, et notre compte administratif 2025 en intègre désormais 2, à savoir l'atténuation du changement climatique et l'axe biodiversité et espaces naturels. Ça veut dire que chaque investissement fait l'objet d'une cotation environnementale pour apprécier sa contribution aux objectifs de transition écologique. Donc on voit dans le tableau favorable, neutre ou défavorable. Et nous avons quelques dépenses non cotées qui correspondent aux investissements divers classés hors programmation pluriannuelle d'investissement. Donc il reste 4 axes du référentiel qui ne sont pas encore mis en place, qui seront progressivement intégrés dans les prochains exercices budgétaires, mais ça sera en fonction de la publication de ces référentiels, des référentiels méthodologiques nationaux. Concernant maintenant le fonds de roulement, c'est-à-dire la trésorerie de la ville, il atteint en 2025 10,53 millions d'euros contre 9,9 en 2024. On avait observé une diminution ponctuelle en 2023 et il a donc retrouvé une trajectoire de progression depuis. Si on voulait donner un ordre de grandeur, ce fonds de roulement représente près de 65% des dépenses réelles de fonctionnement, c'est-à-dire presque 8 mois de fonctionnement de la ville. Donc, en conclusion, le compte administratif 2025 confirme la solidité de la situation financière de la ville, tout en maintenant un niveau élevé de services publics et d'investissement. La maîtrise des dépenses de fonctionnement et le dynamisme des recettes permettent à la collectivité de préserver une capacité d'autofinancement élevée et de soutenir le financement des investissements. La situation financière est donc saine, comme le montrent les indicateurs à l'écran, et elle permet de mieux faire face à un environnement économique incertain et à un contexte de tension sur les finances publiques locales. Nous avons donc des marges de manœuvre préservées pour engager de futurs projets au service du territoire et de ses habitants. Merci Marianne Desmoulins pour cette présentation. Maintenant, chers collègues, est-ce qu'il y a des interventions par rapport à cette présentation? Manuel Froger. Oui, alors c'est effectivement une surprise que le maire n'assiste pas. J'ai compris que c'était l'évolution réglementaire. Il n'assiste pas aux échanges, donc très bien. Donc quelques éléments contradictoires un petit peu pour alimenter notre réflexion et puis pour bien appréhender les enjeux de la trajectoire financière de la ville. Alors, Marianne en a parlé. Concernant le fonctionnement, la section de fonctionnement, alors, il y a le sujet, effectivement, de la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Alors, un indicateur pour bien comprendre quel est l'enjeu de cette maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Lorsqu'on regarde le CA 2025, donc celui qui a été présenté il y a quelques minutes, et qu'on le compare par rapport à 2020, c'est-à-dire l'année d'arrivée de l'équipe municipale en place, en tout cas l'arrivée de Monsieur le maire, lorsqu'on compare donc 2025 par rapport à 2020, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 230 000 euros par mois. 230 000 euros par mois de dépenses de fonctionnement supplémentaires. Grosso modo, c'est entre 7 et 8 000 euros de dépenses supplémentaires quotidiennes. Ça, c'est sans service public supplémentaire. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une maîtrise des dépenses de fonctionnement. C'est un constat mathématique. Il y a plutôt soit une évolution naturelle, soit un dérapage des dépenses de fonctionnement. Toujours parmi les dépenses de fonctionnement, il y en a une d'ailleurs qui saute aux yeux, hein, c'est les dépenses de personnel. On dépasse les 65% désormais. C'est largement supérieur à la moyenne des communes de même taille. Hein. La moyenne, c'est plutôt entre 57 et 58%, donc on est largement au-dessus. C'est en constante évolution depuis maintenant plusieurs années. Et d'ailleurs, en 2025, on attend même le plus haut niveau historique pour la ville de Sainte-Luce. Ça, c'est côté dépenses de fonctionnement. Côté recettes, cette fois-ci, on voit bien que le compte est dopé à l'augmentation des impôts et des taxes, tant en taux de croissance, c'est-à-dire de plus de 3%, donc 3 fois l'inflation, tant en poids dans les recettes de fonctionnement. On est à 75%, ça a été aussi dit par Marianne. La moyenne, c'est entre 70 et 72%, hein, pour vous donner une idée. Donc le poids des recettes fiscales à Sainte-Luce est assez important, en tout cas contribue significativement aux recettes de fonctionnement. D'ailleurs, même si les taux n'ont pas augmenté, il n'en demeure pas moins que le ratio d'effort fiscal, donc demandé au lycéens, est là aussi supérieur à la moyenne. Ça, c'est la partie fonctionnement. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les ratios d'épargne qui sont mis en avant ne proviennent donc pas de la qualité de gestion, mais bien d'une croissance des recettes fiscales et donc de la contribution de plus en plus forte du portefeuille des contribuables lycéens. Donc, la vérité est sans doute un peu différente de ce qu'on a entendu. Donc ça, c'est pour le côté fonctionnement. Côté investissement, cette fois-ci. Alors, les 3,9 millions réalisés en 2025 confirment le ralentissement fort des investissements depuis la mi-mandat. En 2023, c'était un peu plus de 5 millions les investissements. En 2024, on était un petit peu au-dessus de 4. En 2025, on est désormais en dessous de 4 millions. Alors, comme chaque année dans la présentation, vous rajoutez donc les restes à réaliser dans le document de présentation. Alors, ça permet un petit peu d'enjoliver le niveau de réalisation. Mais la réalité budgétaire, enfin des chiffres, hein, c'est bien 3,9 millions d'investissements pour l'année 2025, donc en nette diminution depuis la mi-mandat à peu près. D'ailleurs, il y a un ratio qui montre très bien ça, c'est un ratio officiel hein, qui figure dans le compte administratif, c'est le montant d'investissement par habitant. À Sainte-Luce, il est de 241 € d'investissement en 2025 par habitant. La moyenne dépasse aujourd'hui les 400 € à peu près. On est au-dessus de 400 €. En 2024, on était déjà à 421 €. Donc là, on va être en 2025, lorsque les chiffres vont sortir, 1,5 fois à 2 fois, en tout cas, le montant d'investissement par habitant de Sainte-Luce. Et d'ailleurs, alors, il y a un élément important, c'est que c'est ce ralentissement des investissements qui explique la croissance du fonds de roulement, pour lequel d'ailleurs on voit une évolution par rapport à la présentation qui a été faite à l'origine par Monsieur le maire, pour lequel il nous expliquait que le fonds de roulement, il n'avait pas vocation à être capitalisé, qu'il avait vocation à être dépensé, utilisé, pas thésaurisé. Visiblement, le discours, en tout cas les chiffres font que le discours a changé, sans doute opportunément. Mais en tout cas, voilà, il y a effectivement intérêt à avoir des réserves financières solides pour, là aussi, relancer un petit peu l'investissement qui fait défaut à Sainte-Luce. Alors, cela étant, je pense que le fonds de roulement va fondre assez rapidement, parce qu'on a bien noté dans le rapport le retour de la nouvelle école à l'Est. Et donc, évidemment, ça va pomper sans doute très fortement et très rapidement sur le fonds de roulement. Donc, une fois qu'on a vu le fonctionnement, une fois qu'on a vu l'investissement, la conclusion, hein, c'est que, alors même que l'année 2025 ne présente aucun caractère particulier, il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de crise, on constate que la trajectoire budgétaire présente les mêmes failles. Premièrement, donc, pas d'action en faveur de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, on subit. Une utilisation, donc deuxièmement, une utilisation de plus en plus forte de la fiscalité sur les habitants
pour doper les recettes, et donc ce qui permet effectivement d'améliorer et d'afficher donc des ratios favorables. Et puis le troisième point, et ça c'est une nouveauté quand même, c'est un net ralentissement de l'investissement. Alors évidemment, ce n'est pas notre vision d'une trajectoire financière établie dans l'intérêt général et au service des lycéennes et des lycéens. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Est-ce que vous avez d'autres questions sur le même sujet ou... Non? C'est l'intervention principale, il n'y en aura pas d'autres. OK. Est-ce qu'il y a des personnes, avant de passer la parole à Marianne? Oui? Clémence? Non, je voulais juste remercier M. Froger qui ne m'a pas déçu parce que chaque année, j'attends quand même son intervention. Et elle était là avec toujours les mêmes ingrédients, toujours le petit chiffre qui fait peur, le 7 à 8 000 euros par jour pour donner l'impression qu'on jette des billets de banque par les fenêtres du château. Et voilà, un peu les mêmes ingrédients que d'habitude. Mais voilà, merci d'être toujours fidèle au poste. Marianne? Merci. Donc, vous avez commencé par parler de la maîtrise des dépenses de fonctionnement en comparant le montant des dépenses de fonctionnement 2020 avec celui de 2025. Donc, déjà, entre 2020 et 2025, on a une population qui a augmenté. Donc, si on veut continuer à garantir un service public de qualité à nos habitants, il est normal que les dépenses de fonctionnement augmentent avec la population. Également, il ne vous aura pas échappé, je pense que tout le monde a pu le constater dans sa vie quotidienne, l'augmentation des prix à laquelle la ville n'échappe pas. C'est même plus important, l'augmentation a été plus importante sur les collectivités que sur les ménages. Donc, ça fait exploser ces dépenses de fonctionnement. Effectivement, il y a une augmentation qui est notable, mais c'est aussi le contexte. Donc, nous avons fait un choix que nous assumons pleinement de maintenir un haut niveau de service public pour les lycéennes et les lycéens. Et donc, forcément, quand on compare 2020 avec 2025, eh bien, on a une augmentation des dépenses de fonctionnement. Sur les charges de personnel, donc, on peut parler effectivement de pourcentage. Je pense que c'est ça qui est représentatif parmi les dépenses réelles de fonctionnement. Donc, comme je l'ai mentionné dans ma présentation, elles représentent 65% des dépenses de fonctionnement. Donc, vous parlez de plus haut niveau jamais atteint. Or, en pourcentage, en 2014 et 2015, on était à 65%. Donc là, encore une fois, on ne peut pas dire qu'il y a une explosion. Donc effectivement, il y a une augmentation sur les 3 dernières années. Mais comme j'ai pu le mentionner, ce n'est pas dû à une envie soudaine d'embaucher à tour de bras de nouveaux agents municipaux. C'est vraiment lié aux mesures nationales qui s'imposent à nous. Et également, pour cette année, comme j'ai pu le mentionner, à la décision que nous avons prise au sein de ce conseil municipal de revaloriser l'année dernière les rémunérations des agents, ce qui me semble totalement légitime. Donc, sur les recettes, j'ai envie de dire que vous avez vous-même répondu à la question. Les taux d'imposition communaux n'ont pas été augmentés. Donc, voilà. Je ne vois pas ce que je peux vous répondre de plus. Donc, sur les investissements, donc vous parlez effectivement des 3,9 millions d'euros dépensés sur l'année 2025. Donc, il faut inclure également, donc, vous n'êtes pas d'accord, mais les restes à réaliser, ce n'est pas juste des projets qui sont différés en attente d'être mis en œuvre, ce sont des projets qui ont réellement été engagés. Mais pour lesquels les marchés ont été passés en fin d'année et donc ils n'apparaissent pas encore en dépenses d'investissement. J'ai pu le mentionner, on était en fin de mandat, donc il est classique en fin de mandat de noter une diminution du montant des investissements. Je voudrais quand même rappeler, parce que là vous laissez entendre que le niveau d'investissement sous le précédent mandat a été faible. Ce n'est pas le cas, puisque nous étions à 27 millions d'euros d'investissement sous le précédent mandat.
ce qui est supérieur au mandat 2014-2020. Donc, alors si je reprends, vous avez également mentionné l'augmentation du fonds de roulement et sur le fait que on avait toujours dit qu'on n'avait pas à thésauriser. Eh bien, en fait, nous sommes toujours dans cette optique. Le but n'est pas de faire gonfler indéfiniment ce fonds de roulement. Nous savons que nous avons des investissements importants à mener au cours des années à venir. Voilà, on a notamment pu constater ça avec le schéma directeur des équipements sportifs. Et comme je l'ai mentionné, il y a des incertitudes fortes qui peuvent peser sur ce qui va arriver au niveau national, les contraintes qui vont être imposées sur les communes. Donc, c'est important de commencer ce mandat avec un fonds de roulement qui va nous permettre de mener les projets au service des lycéens et des lycéennes. Je n'ai pas compris votre point sur la nouvelle école. La nouvelle école est évoquée à un seul endroit, c'est l'acquisition du foncier, il me semble. Donc, en fait, le foncier, il est acquis. La nouvelle école, ce n'est plus un projet qui est à l'ordre du jour, comme on avait pu le dire. En tout cas, dans les années à venir, étant donné la démographie, il n'y en a pas besoin. Cependant, Sainte-Luce est une commune de surface plutôt réduite, donc il est très important d'avoir des marges de manœuvre foncières. Et donc, ce terrain permettra, quoi qu'il en soit, d'avoir un équipement public, que ce soit une école, si le besoin s'en fait sentir, parce qu'en fait, on ne connaît pas l'avenir, hein, malheureusement. Ce serait trop simple si on savait ce qui allait se passer d'ici 6-7 ans. Et dans tous les cas, il est très important pour la ville d'avoir une marge de manœuvre foncière, puisque on a une commune qui est d'une surface réduite. Je pense que j'ai répondu à peu près à tout. Merci, merci Marianne. Tu veux répondre sans doute, mais je rajouterais juste que moi je suis toujours surpris quand tu nous reproches de dépenser moins. Je dois dire que ça me laisse toujours pantois. Le ralentissement de l'investissement, d'abord c'est classique en fin de mandat, tout le monde le sait, donc ça c'est normal, mais ça va repartir. Comme le disait Marianne, il y a des projets, et puis surtout, si on a augmenté le fonds de roulement, c'est parce que nous avons un programme municipal ambitieux qui est à mettre en œuvre et que nous en aurons bien besoin. Voilà. Quant à la fiscalité, je suis toujours surpris que tu dises ça, puisqu'on n'a absolument pas augmenté les impôts pendant tout le mandat, puisque la taxe foncière, c'est les bases qui ont augmenté, qui sont nationales, ça on n'y peut rien, c'est mécanique, mais nous n'avons absolument pas augmenté les impôts. Tu veux prendre la parole ? Oui, alors ça fait beaucoup d'informations, mais alors, dans ce que j'ai noté, Marianne explique que les dépenses de fonctionnement ont augmenté en fonction de la population. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 20%, la population, me semble-t-il, en 4 ans, 5 ans, n'a pas augmenté de 20%. Bon, donc on peut dire que c'est la population, c'est pas forcément avec un fondement financier avéré. Deuxième élément que j'ai retenu parmi tout, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais les investissements, donc l'intégration des restes à réaliser dans le montant des investissements 2025. Je ne sais pas, il y a des ratios légaux. Les ratios légaux, ils figurent d'ailleurs dans le compte administratif. Les restes à réaliser ne sont pas dans les ratios légaux, donc ne font pas partie des investissements 2025. C'est la loi, c'est comme ça, c'est injuste, mais c'est comme ça. Donc c'est bien 3,9 millions et pas 6 millions et des brouettes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que lorsque vous indiquez un montant d'investissement sur le mandat de 27 millions, alors pour l'instant, c'est que 20 millions, et il manque une année. Donc le mandat n'est pas terminé. Donc j'ai compris que le montant des investissements de 2026, donc on en reparlera l'année prochaine, ça tombe bien, sera de 7 millions d'euros. Donc c'est bien ce que j'ai compris. Je le note précieusement, puisque 7 millions d'euros, en une année, en 2026, on est rendu au milieu de l'année. Je pense que ça va être une année d'investissement exceptionnelle, et donc qui contredira d'ailleurs un élément que vient de reprendre Franck, qui dit qu'en fin de mandat, les investissements ralentissent. Alors ça, c'est pas du tout vrai. En général, ils ont plutôt tendance à accélérer justement à la veille des élections. Enfin, tout le monde comprend l'intérêt d'accroître les investissements à la fin d'un mandat et pas de les ralentir. Donc cette vision globale, moi je ne l'ai jamais constatée en tout cas. Et puis, donc le projet de nouvelle école, alors
J'entends bien qu'il n'y a pas de projet de nouvelle école. Moi, je lis juste page 28 du document, acquisition foncière, dont projet de nouvelle école. Alors, si c'est pas le cas, il ne faut pas le marquer, c'est pas gênant, mais à partir du moment où moi je lis projet de nouvelle école, je comprends qu'il y a un projet de nouvelle école. Bon, donc visiblement, ce qui est écrit dans le rapport mérite quand même un petit peu de recul, parce que visiblement, ça ne correspond pas toujours à la réalité de ce que vous souhaitez faire. Dernier point, pour répondre à Franck, dans mon intervention, moi, je n'ai pas parlé de la solvabilité de la ville, c'est-à-dire la capacité de la ville à honorer ses dépenses financières. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai juste expliqué que l'équilibre financier ne provenait pas de votre gestion, pas du tout. Il provient simplement de la fiscalité. Donc quand on dit, effectivement, les taux n'ont pas augmenté, donc on dit aux gens, vous payez toujours les mêmes impôts, je ne sais pas, moi, regardez vos feuilles d'impôts, ce n'est pas le cas. Les ressources fiscales ont augmenté tant en croissance, c'est plus de 3%, tant en poids dans les recettes. Donc il y a bien une prédominance, un accroissement de l'effet fiscal sur les recettes, indépendamment du niveau de taux. De toute façon, je vais vous dire, le niveau de taux, on ne pourrait pratiquement pas l'augmenter en raison d'un coefficient qui est le ratio d'effort fiscal, qui est déjà supérieur à la moyenne. Donc il n'y aura pas d'acceptation des habitants à augmenter les taux de la fiscalité. Jean ? Oui, moi je trouve que c'est vraiment dommage d'entendre ça. Tout le monde a compris que la part des impôts qui sont sous contrôle de la ville n'a pas augmenté. Ce que tu dis, c'est de la mauvaise foi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle en disant que les impôts ont augmenté. Non, la ville, oui peut-être pour les gens, mais ce n'est pas dû à la politique de la ville. OK ? Delphine. Oui, je trouve aussi assez malhonnête le résumé qui dit que Marianne aurait exprimé que le fonctionnement n'a augmenté que par rapport à la population, alors qu'elle a bien expliqué que c'était aussi lié à l'inflation. Il me semble qu'on est tous au courant que tous les prix ont augmenté, que les fluides ont augmenté, et chaque habitant de la ville le sait. Donc je trouve ça un peu étonnant de remettre ça sous le tapis comme si ça n'avait pas été dit et de ne pas le prendre en compte. Après, je comprends bien l'idée du débat et d'essayer de trouver des points à critiquer. J'avoue que l'intervention sur le fonds de roulement m'amuse aussi pas mal, parce que si on avait atterri en fin de mandat avec un fonds de roulement bas, vous nous auriez reproché d'avoir vidé les caisses de la ville. On finit avec un fonds de roulement haut qui nous permet en fait d'anticiper tous les investissements qu'on souhaite faire sur ce mandat, et vous nous le critiquez. Donc, bon, c'est le jeu, de toute façon, on aura toujours tort selon vos interventions, mais je trouve ça assez intéressant. Et puis, sur le ralentissement des investissements en fin de mandat, je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais je pense que vous pouvez demander un peu à tous les acteurs du BTP. C'est un moment, en fait, où tout le monde le sait, l'année qui vient après les mandats et l'année, en fait, électorale est un moment, en fait, où on n'engage pas en fait des investissements forts. Donc, on n'a pas les mêmes sources apparemment. Est-ce qu'il y a encore d'autres interventions ? Juste une précision, en 2014, par exemple, juste avant les élections 2014, il y a eu le vote de l'école Félix Tessier. Donc un investissement important de 16 millions juste avant l'élection. Donc ça contredit ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui. Moi, ce qui me gêne, c'est vraiment Vous avez commencé en disant que vous vouliez qu'on ait un débat contradictoire. Moi, j'adore les débats, donc je l'entends. Ce qui me gêne, c'est que dans vos propos, c'est systématiquement de la suspicion. On a... comment dire ? On fait exprès, on ne gère pas, on dilapide, voilà. Et la situation actuelle, c'est un équilibre entre tout ce que vient de dire Delphine, Marianne, sur les augmentations, sur le cycle des municipes. Je travaille dans ce domaine et je sais très bien que ça marche, que c'est flagrant.
Et vous donnez l'exemple de l'école Félix Tessier, qui est un mauvais exemple, Laurent, parce qu'il y avait un besoin criant. Non, il y avait un besoin criant. Et la dernière partie de l'équilibre, donc l'augmentation, ça ne vous a pas échappé que le contexte international, il est extrêmement fragile et qu'on est obligé d'avoir une gestion de prudence, d'y aller étape par étape. Et je trouve, pour ma part, que c'est plutôt un gage de bonne gestion. Catherine Bretet. Oui, sur l'aspect recettes, je voulais commenter aussi, parce qu'en fait, vous dites que vous n'avez pas augmenté les taux, mais comme l'État a augmenté les bases d'assujettissement, vous auriez pu, à l'inverse, baisser les taux, et donc ne pas faire supporter autant de taxes foncières, par exemple, sur les habitants. Marianne. Oui, je peux vous citer à ce compte-là les propos de monsieur le maire Jean Galix au CA 2019. Les taux communaux n'ont pas augmenté, seules les bases physiques ont augmenté. Donc, il ne me semble pas non plus que les bases aient diminué précédemment. Comme on l'a dit, nous sommes dans une situation, un contexte qui est incertain. Et si vous regardez les communes aux alentours, mis à part une que j'ai en tête, toutes les autres ont plutôt augmenté leur taux d'imposition communaux, alors même que pour certaines, elles s'étaient engagées à ne pas le faire au cours du mandat. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer dans ce qu'on peut proposer, dans ce qui est réaliste. Merci. S'il n'y a plus d'intervention, je vais mettre au vote. Je vais d'abord demander à Marianne de conclure ce débat. Oui, je vais rapidement conclure, puisque de toute façon, en fait, je pense que ce qui est important, c'est de retenir les chiffres qui sont là et qui témoignent, quoi qu'on ait pu entendre, d'une gestion financière rigoureuse. Et je tiens d'ailleurs à remercier les services qui nous ont accompagnés tout au long du précédent mandat et qui continuent à le faire. Alors, comme ça a pu être mentionné, ces équilibres financiers sont assez exceptionnels, voire atypiques, notamment le taux d'épargne brute, le montant du fonds de roulement. Mais demain sera sans doute différent. Déjà du fait des contraintes sur les collectivités qui s'accroissent, mais également, comme ça a été rappelé, nous avons été élus sur la base d'un programme et d'actions, et nous allons les mettre en œuvre au service des lycéens et des lycéennes. Et donc, c'est à ça que va servir cette bonne santé financière. Ce n'est pas à accumuler de l'argent dans un fonds de roulement, c'est vraiment à améliorer concrètement le quotidien des lycéens et des lycéennes, tout en conservant la même gestion pragmatique qu'au cours du précédent mandat qui nous a permis d'atterrir avec cette situation financière saine. Merci Marianne. Donc, chers collègues, nous allons donc voter. Qui est contre ? 7. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Adopté. On peut aller chercher monsieur le maire, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président de séance. Je reprends donc, et merci, madame la première adjointe, pour cet exposé et puis ce débat. Je vous ai écouté. J'ai pas pu m'en empêcher. Je reprends donc la présidence de séance pour quelques minutes, et puis après, je vais la repasser de nouveau pour le compte administratif du budget annexe culture tout à l'heure. Mais s'agissant du budget principal de la ville, la délibération numéro 8 sur la reprise et l'affectation des résultats, Marianne Besmoulin. Donc, après l'approbation du compte administratif, le conseil municipal doit décider de l'utilisation du résultat de l'exercice 2025. Donc, la collectivité a dégagé un excédent en fonctionnement de près de 12,5 millions d'euros, tandis que la section d'investissement présente un besoin de financement s'élevant à 3,2 millions d'euros après prise en compte des restes à réaliser.
Une partie de l'excédent de fonctionnement est donc affectée à l'investissement afin de couvrir ce besoin. La partie restante de l'excédent, 9,3 millions d'euros environ, est conservée pour financer les dépenses de fonctionnement futures. Enfin, le déficit constaté en investissement de près de 2 millions d'euros est reporté, comme indiqué, au compte 001 pour être intégré au budget de l'exercice suivant. Donc, cette délibération qui est technique permet de reprendre les résultats de l'année écoulée et d'assurer l'équilibre financier du budget de l'année à venir. Merci. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée. Délibération suivante, budget supplémentaire. Marianne. Alors, cette délibération vise à mettre à jour le budget 2026 en intégrant les résultats de 2025. Donc ça, c'est une étape obligatoire qui a lieu chaque année. Et également en ajustant les crédits pour prendre en compte les besoins qui sont apparus depuis le vote du budget primitif fin janvier. Donc, concernant les ajustements de la section de fonctionnement, ils représentent un montant total de 140 000 euros. Donc, vous en avez l'énumération dans la délibération. Alors, pour synthétiser, il concerne notamment les dépenses engagées lors des inondations de février pour 40 000 euros et les besoins complémentaires de maintenance du patrimoine communal ainsi que la sécurisation de plusieurs équipements municipaux pour 41 000 euros. Je peux mentionner également l'ajustement de la participation versée au CLIC pour 6 000 euros. Donc ça, c'est notamment parce que la participation est calculée en fonction du nombre de seniors de plus de 60 ans sur la commune. Et à Sainte-Luce, cette population a augmenté de 300 cette année. Sur les ajustements de la section d'investissement, ils représentent un montant total de 278 000 euros. De même, ils sont listés dans la délibération. Donc, je peux mentionner les travaux de rénovation Tabarly et Le Bonnec pour 76 000 euros, la réalisation des passerelles du Bois du Seille pour 50 000 euros, ou encore les études et aménagements complémentaires du multi-accueil Bidibule, 39 000 euros. Donc, il s'agit d'ajustements au cours de l'avancée des projets. Merci Marianne. Y a-t-il des interventions sur ce budget supplémentaire? Il n'y en a pas. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. La délibération suivante concerne l'ajustement de la subvention d'équilibre versée au CCAS en 2026. Marianne. Donc, l'objectif de cette délibération est d'ajuster la subvention d'équilibre versée par la ville au CCAS pour tenir compte de l'actualisation des prévisions budgétaires et garantir l'équilibre financier de l'établissement pour l'exercice 2026. Donc, les crédits supplémentaires de 8 400 euros sont inscrits dans le budget supplémentaire que je viens de présenter. Et donc, voilà, on doit acter ça également par une délibération à part. Des interventions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération 11. Marianne Besmoulin sur le compte de gestion du budget annexe culture. Oui, donc comme je l'ai mentionné, on va avoir le même enchaînement de délibération maintenant sur le budget annexe événements culturels qu'on a eu sur le budget principal. Donc ça va suivre la même logique, à la différence que le budget annexe ne comporte pas de section d'investissement. Et donc on commence par le compte de gestion qui est établi par le comptable public et retrace l'ensemble des opérations financières de l'exercice et qui est mis en regard du compte administratif qui sera présenté juste après. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Pour la délibération suivante, c'est le compte administratif. Je vous propose de passer la présidence de nouveau à Franck Steinmetz. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, je passe la présidence de séance à Franck et je pars de nouveau. Ok, donc ce budget annexe... Ah, tu m'as pas donné la parole. Voilà. Chers collègues, vous me permettez-moi de donner la parole à Marianne Besmoulin. Merci, Monsieur le Président.
Donc, le budget annexe événements culturels concerne les dépenses et les recettes liées à l'activité de l'Igéria. Donc, en 2025, ce budget s'élève à 478 000 € en dépenses comme en recettes de fonctionnement, puisque dans tous les cas, dépenses et recettes doivent s'équilibrer, en progression de 5,80 € par rapport à l'année précédente 2024, ce qui traduit le maintien d'une programmation culturelle soutenue. Donc, comme on le voit ici, donc j'ai dit les dépenses de fonctionnement s'établissent à 478 000 € contre 452 000 en 2024. Et elles sont composées essentiellement des charges de personnel pour 243 000 € et des charges à caractère général pour 222 000 €. Et ça correspond notamment aux dépenses d'organisation de la saison culturelle et aux prestations techniques associées. S'il y a des questions, je laisserai Franck compléter. Les recettes de fonctionnement atteignent donc le même montant que les dépenses, comme je l'ai dit, puisqu'elles doivent assurer l'équilibre du budget. Et elles sont principalement constituées de la participation du budget principal, c'est-à-dire ça, c'est la ligne subvention d'équilibre, et des produits liés aux activités culturelles et à la billetterie pour 58 000 €. Donc voilà. Comme j'ai dit, s'il y a des questions plus précises sur les activités de l'Igéria, je laisserai Franck répondre. Voilà, merci. Marianne Besmoulin, est-ce qu'il y a des interventions? Non. Aucune intervention. Donc, je vais donc procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Et je demande à monsieur le maire de bien vouloir reprendre sa place de président que j'ai usurpée pendant un instant. Merci Franck pour cette présidence de séance. Donc, compte administratif, c'est bon. Nous passons donc au budget supplémentaire du budget culture. Oui, donc c'est exactement comme le budget supplémentaire, pour le budget principal. Ça permet d'intégrer le résultat de l'exercice 2025, un peu plus de 6 000 €, et d'ajuster les crédits de fonctionnement pour un total de 2 493 €. Lié notamment à une intervention technique sur le système d'alarme à l'Igéria. Pardon. L'ensemble de ces inscriptions permet d'assurer l'équilibre de la section de fonctionnement du budget annexe. Merci. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération suivante. Fixation des tarifs. Marianne Besmoulin, toujours. Donc, comme chaque année, les tarifs municipaux sont actualisés à compter du 1er septembre. Et comme les années précédentes, nous proposons de faire évaluer ces tarifs sur la base de l'indice des prix à la consommation sur un an au mois d'avril 2026, soit une évolution de 2,2%. Concernant spécifiquement la tarification des services enfance-jeunesse qui s'effectue au taux d'effort, à l'exception de la restauration, nous proposons que l'évolution de 2,2% soit appliquée au taux d'effort ainsi qu'au tarif plafond. L'année dernière, nous avions décidé de figer les tarifs planchers afin de préserver l'accessibilité des services pour les familles les plus fragiles. Nous vous proposons de reconduire cette orientation cette année pour l'ensemble des tarifs enfance-jeunesse. Par ailleurs, concernant spécifiquement la restauration scolaire, nous proposons de maintenir au 1er septembre 2026 les tarifs applicables au 1er septembre 2025, c'est-à-dire sans appliquer l'évolution de 2,2% appliquée aux autres services municipaux. Cette orientation vise à soutenir les familles face à la hausse du coût de la vie et à continuer à garantir pour tous les enfants des repas de bonne qualité, favorables à leur santé et à leurs conditions d'apprentissage. Enfin, dernier point sur cette délibération, il est proposé de simplifier la tarification liée à la mise à disposition de matériel aux associations qui utilisent la salle Rhône-et-Losc en instaurant la gratuité de ce service. Merci Marianne. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix qui est contre,
Donc vote contre des 7 élus de l'opposition. Qui s'abstient? Qui est pour? C'était pour voir. Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante, toujours Marianne, sur le marché public nettoyage courant des bâtiments. À la suite de la dénonciation du marché de nettoyage qui avait été conclue avec l'entreprise Arc-en-Ciel, donc cette dénonciation est intervenue le 2 mars 2026, la ville a lancé un nouvel appel d'offres le 8 avril 2026 pour désigner un nouveau prestataire. Et cet appel d'offres était réparti en 2 lots. D'une part, les bâtiments administratifs et associatifs, et d'autre part, les bâtiments sportifs. Après analyse des offres, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 16 juin 2026 et a attribué le premier lot concernant les bâtiments administratifs et associatifs à l'entreprise Gimst Région pour une offre estimée à 99 902 € hors taxe, et le lot 2 à l'entreprise Honnête pour une offre estimée à 145 089 € hors taxe. Ces marchés sont conclus sous la forme d'accords cadres d'une durée d'1 an renouvelable 2 fois, et ils prendront effet au 1er septembre 2026. Dans l'attente, l'entreprise Arc-en-Ciel demeure tenue d'exécuter ses obligations contractuelles, et cette délibération a pour objet de donner délégation au maire pour signer ces 2 marchés. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée. La délibération suivante, Marianne. Donc, elle vise, cette délibération, à définir un cadre qui permette le remboursement total ou partiel des activités enfance-jeunesse payées par les usagers dans les cas où un empêchement justifié intervient ou dans le cas d'annulation par la ville. Comme vous le savez, nous avons quasiment à chaque conseil municipal une délibération pour ces remboursements. Donc, l'objectif, c'est d'autoriser le maire à procéder au remboursement correspondant sans nécessiter un passage au conseil municipal, comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc, les différents cas qui ouvrent droit à des remboursements, ainsi que les modalités de remboursement, sont détaillés dans la délibération que je vous propose d'adopter. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée. Délibération 17 sur la convention de participation charge de fonctionnement de l'école privée. Donc, c'est l'avenant numéro 3 qui vise à actualiser la participation de la ville aux dépenses de fonctionnement de l'école Saint-Vincent dans le cadre du forfait communal prévu par le Code de l'éducation. Et donc, le montant est réévalué sur la base du coût moyen d'un élève des écoles publiques. Pour l'année 2026, cette participation forfaitaire a été évaluée à 1 824 € pour un élève de maternelle et 521 € pour un élève d'élémentaire. Merci. Pas d'intervention. Je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée. Délibération suivante, Geneviève Allopé sur l'accompagnement à la scolarité, en remerciant Marianne pour ce tunnel de délibération. Geneviève. On change de thème. Donc, l'accompagnement scolaire est soutenu par la CAF et constitue un dispositif éducatif complémentaire. Il s'adresse aux enfants rencontrant des difficultés d'ordre scolaire, mais pas que, surtout comportementales, familiales. C'est une collaboration entre les bénévoles, les enseignants des classes concernées, Morgane et Maëva du service éducation enfance-jeunesse, qui assument l'encadrement des bénévoles et notamment les temps festifs, c'est-à-dire à Noël et le voyage de fin d'année. Les temps sont actuellement organisés ainsi sur 2 écoles, Félix Tessier et La Cerisay, les lundis, mardis de 16h30 à 18h15 pour des élèves de CP, CE1 et quelques CE2. Pour l'année 2025-2026, à La Cerisay, il y avait 10 enfants CP, CE1, entourés de 10 bénévoles, et sur Félix Tessier, même nombre d'enfants, CP et CE1,
entourée de 15 bénévoles. Dans le delta du nombre de bénévoles, j'intègre les bénévoles supplémentaires. Ce dispositif existe depuis 2015 et les bilans que l'on peut constater chaque année sont toujours positifs. Avant de conclure, je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles fortement engagés auprès des enfants, ainsi que Morgane, Maëva et les enseignants concernés par ces enfants. Afin de sécuriser les modalités d'intervention des bénévoles, il apparaît nécessaire de formaliser une convention entre la ville et les bénévoles intervenant dans ce dispositif. Alors, Monsieur le maire ou son représentant, on autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention pour chaque bénévole ainsi que tous les documents y afférents. Voilà. Et vous avez en pièce jointe la convention type du bénévole. Voilà, terminé. Merci Geneviève. Merci Geneviève, et je me joins aux remerciements et aux félicitations de Geneviève sur ce dispositif qui fonctionne très très bien. On en parle souvent d'ailleurs en conseil d'école. Et donc évidemment on continue à le soutenir et à le suivre de près. Donc merci pour bébé, tout ça. hein. Ah bah oui. Je sais, c'est pour ça que je dis ça. Y a-t-il des interventions sur ce sujet ? Non, il n'y a pas d'intervention. Je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient. Cette délibération est donc adoptée. Delphine Rossard pour l'évolution du règlement intérieur des activités et structures. Oui, merci. Donc, en juillet 2022, nous avons adopté le nouveau règlement intérieur de toutes les activités qui concernent les 3-18 ans sur la ville. On a souhaité en fait ce règlement le plus exhaustif possible, ce qui nous amène chaque année finalement à avoir des petites modifications qu'on vient présenter en conseil municipal pour adoption. Cette année, ils sont au nombre de 3. Page 15, au cas où vous voudriez regarder dans le règlement, nous avons fait une clarification sur la facturation de l'accueil périscolaire du soir pour être en conformité avec les attendus de la CAF. Donc, exactement, ça change le fait qu'au lieu d'indiquer que le créneau périscolaire commence à 17h, nous indiquons dans le règlement qu'il commence à 16h45, mais la facturation ne change pas puisqu'on facture toujours une demi-heure uniquement pour ce créneau de 45 minutes. Ça ne change rien au fonctionnement, rien à la tarification. C'est juste une précision que la CAF nous demandait d'intégrer dans le règlement. Page 35, un accueil sur les centres de loisirs possible jusqu'à 9h30 au lieu de 9h pour respecter le plus possible le rythme des enfants et puis qu'ils puissent dormir pour ceux qui le peuvent un petit peu plus pendant les vacances. Même chose, ça ne change pas l'organisation, ça ne change pas le début des activités et donc quand on peut accorder un peu plus de souplesse, eh bien on le fait. Et la dernière est vraiment anecdotique, page 16. On a enlevé en fait les coupons sport comme mode de paiement puisqu'ils n'étaient plus utilisés. Donc voilà pour les modifications que nous vous demandons d'adopter ce soir. Merci Delphine. Est-ce qu'il y a des interventions ? Pas d'intervention. Je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient. Cette délibération est donc adoptée. Magali Cousin pour l'attribution d'une subvention d'investissement. Bonsoir. La délibération qui vous est proposée aujourd'hui témoigne de l'importance que notre ville accorde au sport pour tous, à l'inclusion et au soutien de la vie associative. L'association Courir à Sainte-Luce porte aujourd'hui un projet particulièrement porteur de sens, l'acquisition d'une joëlette, un équipement adapté qui permettra à des personnes en situation de handicap de participer à des activités sportives et à des événements à côté d'autres participants. Au-delà de l'achat d'un matériel, il s'agit d'un véritable projet d'inclusion. Permettre à chacun de participer à la vie sportive locale et de bénéficier des mêmes moments de convivialité et de dépassement de soi. La ville souhaite accompagner cette belle initiative en attribuant à l'association une subvention d'investissement de 4 000 €, exclusivement consacrée à l'acquisition de cette joëlette. Une convention a été établie entre la ville et l'association. Elle encadre donc les conditions d'attribution et d'utilisation et elle était jointe à la présente délibération.
Au-delà de l'aide financière apportée par la ville, je souhaite remercier l'association ainsi que les bénévoles pour leur engagement, leur dynamisme et leurs idées qui contribuent à faire avancer notre commune. Je vous invite donc à approuver cette convention et à autoriser Monsieur le maire à la signer. Je vous remercie. Merci Magali. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée. Délibération suivante, Christophe Réel, pour les transferts de parcelles à Nantes Métropole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. La ville est propriétaire des parcelles cadastrées BI numéro 280 et BK 122 situées à La Prée. Ces parcelles ont été acquises par la ville dans les années 90 dans le cadre du programme d'assainissement des eaux usées et comportent des postes de relèvement qui permettent de desservir le réseau public du village de Bellevue. Les réseaux publics d'assainissement relevant maintenant de la compétence de Nantes Métropole, il revient de régulariser cette situation en les transférant en Nantes Métropole. Ces transferts, liés également aux transferts de compétences réalisés il y a plusieurs années, se feront en pleine propriété et ne donneront lieu à aucune indemnité. Il s'agit donc juste d'une régularisation. Ainsi, je vous propose de transférer à Nantes Métropole les parcelles ainsi listées, comportant donc des postes de refoulement d'eau usée, et d'autoriser le maire ou son représentant légal à signer l'acte ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante pour des baux à ferme. Alors, la ville est propriétaire de divers terrains inondables situés en zone naturelle sensible dont elle assure actuellement la gestion, l'entretien, et notamment les 4 parcelles qui sont situées aux Perrières et 2 à Belle-Rivière. Après échange avec les représentants de la société écurie Fruchet Nantes Équitation, il est proposé de mettre ces terrains à disposition de la société propriétaire du centre équestre, situé à proximité, en signant un bail à ferme de 9 ans renouvelable. Comme pour toute exploitation agricole, le renouvellement du bail à ferme est automatique par période successive de 9 ans. Le loyer de ces terres s'élève à 88 € l'hectare la première année, actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice national des fermages publié par arrêté ministériel. Le fermage est payable annuellement au 1er novembre. Les 2 parcelles situées près de Belle-Rivière, les BC 40 et 41, comportant divers matériels dans la partie nord du terrain, la ville en assurera l'évacuation avant le 31 décembre 2027. Aussi, le loyer pour ces 2 parcelles sera dû au prorata de la surface libre. En sus des loyers, la société Écurie Fruchet Nantes Équitation remboursera à la commune les taxes et les cotisations telles que prévues au bail. Donc, il vous est demandé aujourd'hui d'approuver ce bail et d'autoriser le maire ou son représentant légal à le signer, ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente décision. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'en a pas. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Cette délibération est donc adoptée. La délibération 23 est retirée, comme je l'ai dit en introduction du conseil municipal. Et donc, nous allons sur la délibération 24 sur la modification du tableau des effectifs. Et Marianne Desmoulins qui fait son retour. Mais c'est la dernière. Donc, il s'agit d'une délibération classique qui vise à mettre à jour le tableau des effectifs. Donc, ce qu'on peut constater sur cette mise à jour, c'est qu'il y a un nombre assez important de suppressions. Donc, cela vient du fait que lors du dernier conseil municipal, nous n'avions pas pu inscrire de suppression au tableau des effectifs puisque le comité social et territorial n'avait pas pu se tenir avant et donc émettre son avis sur le sujet. Donc ça explique le volume un petit peu plus important de suppression qu'on constate sur ce tableau. Merci Marianne. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée. Ensuite, c'est une information sur les délégations prises dans le cadre de la délégation du conseil municipal au maire. Donc, il y a un certain nombre de sujets
des délivrances et reprises de concessions dans les cimetières. Il y a 2 décisions, dont une sur une convention de partenariat avec l'association Latedec pour la mise à disposition d'un bureau pour les activités de la mission locale et la mise à disposition d'un bien vacant situé 14 rue de la Loire à Sainte-Luce pour l'association Une famille, un toit. Et puis sinon, pour les marchés publics, il y a surtout des avenants. Il y a un avenant d'un peu moins de 15 000 € pour les travaux de clôture et de serrurerie de la gendarmerie que nous sommes en train d'achever. 30 000 € pour ces mêmes travaux, pour les travaux qui se sont achevés l'année dernière. Un petit peu plus de 2 000 € sur les travaux de réhabilitation du CCAS. Et enfin, une moins-value, cette fois, de moins 1 216 € sur les travaux de réhabilitation des logements d'urgence. Par ailleurs, il y a un avenant sur la mission de maîtrise d'œuvre du complexe sportif Tabarly-Le Boniec dans le cadre des travaux en cours d'un peu plus de 31 000 €, puisque comme on est allé plus loin sur les travaux, la maîtrise d'œuvre est un peu plus coûteuse. Et puis enfin, j'ai signé un marché sur l'accompagnement stratégique et financier, comme j'en ai parlé en introduction, pour la somme d'un peu plus de 17 000 €. Dernier point, je m'étais engagé à l'occasion d'un précédent conseil à vous donner les frais de représentation que j'ai eus durant l'année 2025. Comme j'ai oublié de le faire tout à l'heure, je le fais maintenant. Donc frais de représentation du maire pour 2025, 0 €. Remboursement de frais du maire, donc ça concerne le congrès des maires, et c'est 711,46 €. Voilà, information complète. Vous avez une intervention, Laurent Daniel. Oui, merci Monsieur le maire. Une question sur cette information et cet avenant à la mission de maîtrise d'œuvre de Le Boniec. Vous avez dit à l'instant que vous avez été un peu plus loin dans les travaux. Comment expliquer que l'avenant soit largement supérieur au prix initial de la maîtrise d'œuvre? Pour aller un peu plus loin, marché initial 22 000 et on a un avenant de 31 000. Oui, quelle est la question? Eh ben, comment l'expliquer? Alors, ça s'explique, et on vous enverra les chiffres précis que je n'ai pas concernant le chantier en cours, mais en fait, le budget du chantier Le Boniec-Tabarly a doublé suite au choix que nous avons fait de reprendre la totalité du système de chauffage, ainsi que la reprise totale du parquet Tabarly, qui coûte un peu plus de 100 000 € d'ailleurs, qui est terminé. Donc, étant donné que les travaux sont plus importants, la maîtrise d'œuvre, qui est calquée sur le montant des travaux, est plus importante. Et c'est légal, hein, c'est vérifié, puisque comme on est sur une augmentation du projet à la base, on a le droit d'augmenter par avenant le marché public. Effectivement, par rapport à la CAO où j'étais présent, effectivement, le projet a été pris avec les options, mais les options du parquet ne doublaient pas le coût du marché. C'est pour ça oui. En fait, on a une enveloppe estimative de départ de travaux sur laquelle on calcule du coup le montant de la maîtrise d'œuvre. Donc on a passé le marché de la maîtrise d'œuvre sur cette base estimative. Et ensuite, on a augmenté le panier des travaux en doublant finalement le montant dédié à ces travaux, ce qui fait qu'on doit passer ensuite un avenant pour augmenter, et c'est bien normal puisqu'ils ont travaillé davantage, le montant de la maîtrise d'œuvre. Voilà, j'espère avoir été clair. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Non, pas d'autre. Eh bien, chers collègues, ce conseil municipal est achevé. Je vous souhaite à toutes et tous une belle soirée, surtout un bel été. Profitez-en pour vous reposer. Et à bientôt. Oui. Il y a une feuille d'émargement pour le budget supplémentaire et le compte administratif qui est en train de tourner. Il ne faut pas quitter la salle sans l'avoir signé, s'il vous plaît.